scolaire, un acteur majeur dans la protection des mineurs. Nous sommes ensemble pour 45 minutes. Vous pourrez ensuite visionner à nouveau ce webinaire, mais aussi télécharger le support sur le site de l'AFNOJEC. Un temps d'échange est prévu comme d'habitude en fin de webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat prévu à cet effet. En introduction, je laisse la parole à Aurélia de Saint-Exupéry, secrétaire générale de l'AFNOJEC. Bonjour à tous, merci de vous être connectés aujourd'hui. Nous savons que malheureusement nos écoles ne sont pas à l'abri de la violence et il en va de notre responsabilité de gestionnaire, comme de celle de tous les acteurs des communautés éducatives de l'enseignement catholique, d'informer, de prévenir et de former sur ce sujet. Il y a déjà plusieurs années que l'enseignement catholique s'est explicitement engagé sur ce thème et sur celui de la promotion de la bienveillance éducative. Des cas difficiles, relevant de maltraitance et de violences sexuelles sont dévoilés chaque année dans les établissements scolaires. Le récent rapport de la SIAZ confirme cette nécessité absolue de travailler ensemble ces sujets. La route est longue et il est nécessaire de ne rien lâcher. Aujourd'hui, nous vous proposons ce webinaire organisé avec le secrétariat général de l'enseignement catholique sur la protection des mineurs parce qu'il concerne tous les intervenants de notre réseau, qu'ils soient bénévoles au GEC ou salariés de la branche de l'enseignement privé non lucratif. Nous savons combien les situations à risque sont diverses et combien il est important que les équipes dans les territoires et dans les établissements soient accompagnées et dotées de procédures claires, simples, opérationnelles et connues de tous. L'objectif de ce webinaire est de sensibiliser sur ces points. C'est ainsi que par une approche préventive et attentive que les écueils, même s'ils ne sont encore que des signaux faibles, pourront être repérés, remontés, pour être traités par les personnes responsables et formées. Merci, Josiane et Aude, de votre éclairage sur le sujet. Merci. Donc, ce webinaire sera animé par Josiane Ami, chargée de mission du département éducation du secrétariat général de l'enseignement catholique et responsable coordinatrice du PPPF, et par moi-même, chargée de mission développement RH à la Fédération des OJEC. Madame Ami, pourquoi le secrétariat général de l'éducation catholique a-t-il créé le programme de protection des publics fragiles et comment s'est-il déployé? Bonjour à tous. Eh bien, le secrétariat général de l'enseignement catholique s'intéresse à la lutte contre la maltraitance parce que tout simplement, c'est son ADN. Et je vais commencer par une citation qui est extraite de l'édito de Pascal Balmand de 2018. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est l'ADN de l'enseignement catholique de protéger les plus fragiles, parce qu'il n'est pas d'éducation possible sans sécurité et pas de sécurité sans protection. Chaque enfant et chaque jeune doit savoir que tous ensemble, nous nous engageons à tout faire pour lui assurer le respect et la paix auxquels il a droit. Donc, c'est une volonté institutionnelle qui a été votée en CNEC de prendre notre part dans cette lutte et nous avons fondé ce travail sur deux piliers. D'abord, la question de la protection, puisque nous sommes évidemment engagés par les lois également, hein, le droit français bien sûr, et puis les références chrétiennes hein, qui confirment cet enracinement dans une attitude d'attention particulière envers les victimes, les protéger, les accompagner. Et puis, nous avons voulu aussi offrir un horizon positif et désirable, qui est la bientraitance en éducation. C'est-à-dire que tout acte d'éducation et d'enseignement doit s'enraciner dans un lien de qualité qui est proposé par l'éducateur et qui est structuré, bien sûr, autour du respect, de l'intégrité, de l'intimité et de la vie privée de l'élève. Ce sont des pratiques qui doivent être constamment enrichies, réfléchies bien sûr, et les acteurs des communautés éducatives doivent être en permanence accompagnés dans cette volonté de bientraitance en éducation. Donc nous avons commencé en 2018, comme je vous l'indiquais, et nous sommes maintenant donc en fin 2021 avec d'abord la publication de documents, de textes d'orientation et de documents techniques qui les accompagnaient parce que nous avons voulu aussi être très opérationnels dans ce déploiement. Donc le premier document technique, vous le connaissez probablement, j'espère, de la lutte
contre la maltraitance à la bientraitance éducative et en sous-titre, nous avons mis programme de protection des publics fragiles. C'est-à-dire que nous avons aussi donné un agenda, un programme avec des axes de travail. Et nous avons accompagné ces documents d'outils techniques très opérationnels, d'abord des procédures. J'y reviendrai tout à l'heure, procédures donc pour effectivement signaler les cas dont on aurait connaissance. Nous avons aussi publié quelque chose autour de recueillir la parole de l'enfant témoin ou victime. Puis nous avons enrichi notre collection par un document sur l'écoute, être à l'écoute, créer des dispositifs d'écoute. Et enfin, le dernier né autour de la question du secret, de la discrétion professionnelle, du devoir de réserve et de la confidentialité. Donc ces documents forment un tout que vous pouvez télécharger sur le site de l'enseignement catholique gratuitement. Et nous avons aussi voulu accompagner les diocèses. Donc nous avons suggéré la création d'un groupe national de référents diocésains, je vous en reparlerai tout à l'heure, voilà, et également la formation des acteurs, donc en commençant par les cadres, nous avons commencé, voilà, au départ à parler de ce programme au chef d'établissement, chargé de mission en formation initiale, puis Formiris a aussi donné des orientations dans ce sens. Enfin, des webinaires, il y a donc au moins 4 ou 5 webinaires maintenant qui sont en ligne sur YouTube pour accompagner les communautés éducatives. Et puis, donc, en poursuivant ces formations, nous avons aussi observé annuellement le déploiement via des questionnaires, donc avec des comptes rendus qui ont été soumis au CNEC pour pouvoir travailler cette question. Et nous en sommes maintenant donc à vouloir déployer ce travail dans tous les établissements scolaires. C'est-à-dire que nous avons l'ambition qu'il n'y ait pas un acteur de l'enseignement catholique qui n'ait pas entendu parler de ce travail. Donc évidemment, nous avons une stratégie. Nous avons commencé avec un groupe de pilotage, voilà, qui s'est enrichi petit à petit de toutes les instances de l'enseignement catholique. Et puis nous avons déployé l'accompagnement, la formation avec les actions que je vous ai citées tout à l'heure. Et nous travaillons maintenant sur la bientraitance éducative, c'est-à-dire sur les causes. Une fois que le cadre de travail est bien en place, on peut travailler effectivement sur les causes et s'intéresser à la bientraitance éducative. Le PPF a donc pour vocation première d'œuvrer pour la protection des enfants victimes de maltraitance. Mais de quoi parle-t-on exactement lorsqu'on parle de maltraitance ? Alors d'abord, je voudrais, avant de décliner la question des maltraitances, rappeler l'urgence à agir avec quelques chiffres. Donc les chiffres donnés par le gouvernement sont les suivants. La protection de l'enfance concerne aujourd'hui en France 300 000 enfants environ. Un enfant meurt tous les 5 jours tué par un membre de sa famille ou le cercle proche de sa famille. 130 000 enfants sont victimes de violences sexuelles. Voilà, en 2016, ce sont les chiffres du gouvernement de 2016, 10 000 enfants victimes de prostitution infantile. Les violences conjugales, où l'enfant est témoin et donc victime, sont aussi une des premières causes de maltraitance. La question du harcèlement, des intimidations, environ 700 000 enfants en France, et c'est une cause nationale, voilà, que l'éducation nationale soutient très largement, avec le programme phare notamment. Exposition à la pornographie, la pédopornographie, il y avait un colloque mercredi dernier à Lyon sur cette question. Et évidemment, nous devons nous poser des questions sur le rôle de l'école. Nous devons nous poser des questions sur la parole de l'enfant. Comment nous, adultes, est-on en capacité de recueillir cette parole, de l'entendre? Depuis mars 2020, bien sûr, ces fragilités sont accrues en lien avec tous les confinements que nous avons vécus. Et puis, il y a la question des fichiers d'auteurs d'infractions sexuelles. Et puis, le dernier document en date du 5 octobre, évidemment, le rapport de la SIAS qui vient renforcer cette urgence, bien sûr. Et je vous invite à lire l'interview de M. Sauvé sur le site de l'enseignement catholique. Donc, 30% des abus ont été commis par des clercs dans des établissements catholiques. Voilà pour les chiffres et l'urgence, s'il était nécessaire de convaincre encore certaines personnes. Donc, pour répondre à la question de Aude, de quoi parle-t-on? Nous avons défini la maltraitance de la façon suivante à partir d'un texte du Conseil de l'Europe. Tout acte ou omission commis par une personne qui porte atteinte à sa vie, à son intégrité corporelle ou psychique, à sa liberté,
ou compromet gravement le développement de sa personnalité et ou nuit à sa sécurité financière. Donc, vous voyez, c'est extrêmement large, cette définition de maltraitance. Nous avons pris celle-ci parce que c'est la plus large et la plus complète de toutes les définitions que nous pouvons trouver. Donc, il s'agit de différentes formes, bien sûr. Les violences physiques, ça peut être les coups, les brûlures, des ligotages, des soins brusques, la non-satisfaction des besoins élémentaires, bien sûr, les violences sexuelles, pouvant aller évidemment jusqu'au meurtre. Les violences psychiques ou morales, qui sont évidemment beaucoup plus diffuses et beaucoup plus difficiles à cerner, hein, que l'on cerne à partir des conséquences que ça a sur les victimes, bien sûr. Donc, c'est le langage irrespectueux, le langage dévalorisant, ça peut être l'absence de considération, le chantage, les menaces, les abus d'autorité, l'intimidation, les comportements d'infantilisation, le non-respect de l'intimité, les injonctions paradoxales. Vous voyez, c'est extrêmement large. Les violences matérielles et financières, hein, donc les vols, exigences de pourboire, les escroqueries variées et diverses. Les violences médicales, hein, les défauts de soins de base, la non-information sur les traitements, les abus de traitements sédatifs, etc. Les soins de rééducation qui ne seraient pas donnés, par exemple, la non prise en compte de la douleur, voilà, des choses comme ça. Les négligences actives, donc celles-ci, c'est des formes de, je pense, de délaissement, d'abandon, par exemple, les manquements, hein, pratiqués. Des négligences passives qui peuvent être relevées de l'ignorance, de l'inattention, voilà, de différentes fragilités. Et puis, les privations ou violations de droits, bien sûr, privation de liberté, privation de l'exercice des droits civiques, etc. Donc, vous voyez une typologie extrêmement large qui concerne évidemment l'école, mais pas seulement, la société en général et la famille en particulier. En tout cas, on peut y trouver des points communs qui sont la dissymétrie entre la victime et l'auteur. Il y a toujours une personne plus vulnérable face à une personne moins vulnérable. Et c'est bien évidemment le cas de l'enfant, hein, et c'est reconnu par la loi. Il y a toujours aussi un rapport de dépendance, hein, entre la victime ou l'auteur, que ce soit une dépendance liée à la relation parent-enfant, éducateur-enfant, des choses comme ça, mais aussi des relations de dépendance liées à des emprises, hein. Ça peut être aussi donc des abus de pouvoir, des abus d'autorité qui sont systématiques dans les faits de maltraitance, bien sûr. Et puis, je signale aussi la répétition des actes de maltraitance qui peuvent être des petites maltraitances, mais il n'y a pas de petite maltraitance en fait. Et cette répétition qu'on appelle aussi maltraitance ordinaire est à dépister évidemment parce qu'elle crée des dégâts. Et puis pour terminer sur ce volet, je voulais juste vous dire que les situations de maltraitance peuvent avoir des origines et des auteurs extrêmement différents. Ça peut être des violences entre enfants, bien sûr, ça peut être aussi des violences adultes-enfants, mais ça peut être des violences qui sont constatées au sein de l'établissement, et c'est l'objet de notre travail, bien sûr, les traces, les paroles, les signes, mais ça peut être aussi des violences qui sont subies par l'enfant dans un espace de vie sociale en dehors de l'école, les transports scolaires, le lieu d'activité sportive, la famille, etc. Donc, pour continuer, je voudrais juste faire une petite mention spéciale sur la question du harcèlement, puisque c'est une cause nationale aujourd'hui. Je vous invite à relire les définitions dans la page 9 du document PPPF, hein, le harcèlement moral, qui est le fait de harceler une personne par des propos, comportements répétés, ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie, et traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Les médias en parlent largement. Le harcèlement sexuel, qui est le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Donc ça, c'est dans le code pénal, hein. Et puis le cyberharcèlement, dont on parle beaucoup aujourd'hui, et tant mieux, qui est un acte agressif, intentionnel, perpétré par un individu ou un groupe d'individus au moyen de formes
de communication électronique de façon répétée à l'encontre d'une victime qui ne peut facilement se défendre. Et puis, je vais faire une petite mention sur une nouvelle qualification qui risque d'apparaître, qui est le harcèlement scolaire, puisqu'il y a un projet de loi qui a été déposé à l'Assemblée nationale. Il y a eu la commission donc le 24 novembre, mercredi dernier, et il y a une séance là-dessus mercredi prochain au Parlement. Voilà. Donc, ce que l'on peut dire sur la question des maltraitances pour répondre à la question de Aude. Merci beaucoup. Pour un établissement scolaire catholique sous contrat, quel est le cadre de la protection de l'enfance? Alors, le cadre est d'abord un cadre légal, le code civil, bien sûr, le code pénal, le code de la famille, qui met l'accent sur différents aspects. Tout d'abord, le cadre qui encadre la question de l'identité, de l'origine, des valeurs, de l'intégrité physique et de l'intimité. Donc la question du respect, c'est dans le code civil, chaque enfant, chaque famille a le droit au respect de son identité, dans son origine, dans ses valeurs, dans son intégrité, dans son intimité. Donc ça, c'est l'article 16 et suivant du code civil. Le deuxième élément important est le respect de la vie privée, de la confidentialité, qui est encodé également donc, dans l'article 9 et dans le code pénal, l'article 223.6, voilà, qui nous demande de respecter la vie privée et la confidentialité pour tout enfant ou toute famille. Le troisième élément de cadrage, ce sont évidemment toutes les obligations légales. Vous savez que nul n'est censé ignorer la loi et il est indiqué, chaque citoyen se doit de reconnaître et de respecter les obligations légales devant toute maltraitance dans le cadre des lois de la République. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de dire ah ben, j'avais vu mais je ne savais pas. C'est une obligation pour tout citoyen de signaler des faits qui posent question. Je vais y revenir tout à l'heure, donc soit à l'administration, soit au procureur, donc à la justice. L'autre élément de cadrage est le cadre scolaire. Donc, nous sommes en contrat avec l'Éducation nationale et évidemment, nous avons aussi des éléments de cadrage, notamment du côté de la formation initiale et continue des personnels, qui est une obligation, du côté des procédures de signalement, et puis du côté de la prévention des visites médicales et d'une séance annuelle d'information pour toute personne. Et au milieu de tout cela, je voudrais insister sur la place centrale du chef d'établissement qui est au cœur de tout ce dispositif, comme vous le comprendrez bien sûr. Alors pour continuer, je pense qu'il faut expliquer un petit peu plus comment fonctionne la protection des mineurs. C'est une responsabilité qui est décentralisée en département. C'est pourquoi je vais vous parler du cadre départemental pour la protection des mineurs. Donc aujourd'hui, il y a des procédures qui peuvent légèrement différer d'un département à l'autre, mais le principe est tout le temps le même. La protection de l'enfance est assurée d'une part par une protection administrative, je vais vous en détailler un peu plus loin les éléments. Donc, le président de chaque conseil départemental est le responsable désigné par lui et chargé de la protection administrative des enfants. C'est l'aide sociale à l'enfance, ASE, et je vous parlerai tout à l'heure des CRIP, des cellules de recueil d'informations préoccupantes. Et puis, l'autre volet, c'est la justice, le parquet des mineurs, qui est chargé d'assurer la protection judiciaire des victimes. Et donc, selon la gravité des cas, l'établissement scolaire aura à faire connaître soit au département, conseil départemental, soit à la justice les faits dont il a connaissance. Donc, pour travailler ces questions-là, nous avons constitué au sein du département éducation et plus généralement du secrétariat général un groupe que nous avons appelé groupe de référents PPPF en demandant à chaque diocèse d'avoir un référent PPPF. Donc nous avons demandé au directeur diocésain de nommer un référent qui sont réunis 2 à 4 fois par an au niveau national pour continuer à
se former, construire une culture commune et déployer en territoire le PPPF. Donc, il aura été demandé de constituer une petite équipe autour d'eux, en lien avec le directeur diocésain, et d'informer les chefs d'établissement, ce qui a été fait dans bon nombre de diocèses, et également pour signer des protocoles pour agir. Donc, des conventions ont été signées entre le parquet, le département, l'éducation nationale et la direction diocésaine de l'enseignement catholique dans un certain nombre de nos diocèses. Concrètement, quelles actions peut mener un chef d'établissement au quotidien pour participer à cette lutte contre les maltraitances? Donc, vous le comprenez, nous avons voulu avoir une approche systémique et toute personne, qu'elle soit salariée ou bénévole, est concernée, évidemment. Donc, le chef d'établissement et son président d'OGEC, voilà, ont évidemment des choses à faire. D'abord, je voudrais insister sur la question des recrutements sécurisés. Je vous ai parlé tout à l'heure des fichiers FIGES. Donc, l'employeur doit demander un extrait du bulletin numéro 3 du casier judiciaire qui est présenté à l'embauche. Il ne garde pas copie de ce bulletin, mais il doit être présenté. Et maintenant, les chefs d'établissement peuvent aussi demander donc le bulletin numéro 2. Voilà, donc c'est un texte qui est arrivé en avril en demandant, comment dire, au préfet, hein, donc ce bulletin. Donc, de la lutte, vous retrouverez ces éléments-là, page 22-23. Je crois que le rôle du chef d'établissement, c'est d'informer les personnels et les bénévoles, peut-être au moyen d'un livret d'accueil. Je ne sais pas comment sont accueillies les nouvelles personnes adultes qui rejoignent l'établissement, mais il semble important qu'on puisse leur parler de leurs obligations aussi en matière de prévention des maltraitances, donc qu'ils puissent avoir les moyens de repérer et de signaler des faits dont ils auraient connaissance. Il faudrait une présentation systématique des obligations de chacun, hein, le rappel chaque année. Je vous renvoie sur un webinaire qui a été présenté, donc, qui s'appelle PPPF, une responsabilité en partage, que vous retrouverez sur YouTube. Et puis, des propositions de formation initiale continue, individuelle ou collective, bien sûr, sont indispensables, puisque les personnels, c'est un droit d'abord des personnels d'avoir cette formation, et c'est même une obligation de la loi de former et d'informer les personnels. Hein, donc, vous retrouverez cela. Et d'ailleurs, je vous le signale parce que c'est ce qu'il semble apparaître dans la loi sur le harcèlement, une obligation de formation pour tous les personnels. Alors, protéger les enfants, ça commence par repérer ceux qui sont en souffrance. Quels signes doivent nous alerter? Alors, je voudrais là déjà commencer sur la question des conséquences pour l'enfant des maltraitances. Les travaux sur ces questions-là se développent et on connaît de mieux en mieux ces conséquences. L'âge de la survenue des événements traumatiques est un point important parce que quand il y a traumatisme, le fonctionnement psychique, émotionnel et cognitif et relationnel est modifié. Hein. L'enfant, c'est un être en développement et suite au traumatisme, on voit bien que toutes les tâches développementales de l'enfant vont être affectées. Par exemple, sa capacité à être en relation, à faire confiance, tous les grands apprentissages, la construction de l'identité, le choix des affiliations, l'adolescence, l'affectivité, la sexualité, le comportement alimentaire, le rapport au corps, à la santé, la capacité à supporter l'angoisse, la vie sociale. Vous voyez, ce sont des conséquences quand même assez importantes, hein, qui sont des effets immédiats qui impactent le développement de l'enfant. Mais on sait aussi qu'il y a des conséquences à long terme, hein, qui sont qui, en l'absence de traitement, hein, vont affecter très durablement la vie de la personne. Je vous renvoie d'ailleurs à ce propos sur le rapport de la SIAZ qui a très bien décrypté en tout cas les conséquences bon, des violences sexuelles spécifiquement, là pour le coup, et les troubles sont tout à fait majeurs. Hein. Donc, évidemment, l'école est concernée hein, par ces sujets. Alors, il s'agit pour l'école eh bien, de repérer les signes, parce qu'évidemment, il y a des enfants qui arrivent à se cliver et finalement ne montrent aucun signe. On sait par exemple que pour les violences sexuelles, parfois les enfants surinvestissent le scolaire et ne donneront aucun signe voilà, visible de ce qu'ils subissent par ailleurs. Donc les signes d'alerte,
sont pas spécifiques en eux-mêmes, mais c'est la multiplicité de ces signes qui doivent alerter. Donc évidemment, il y a les signaux bruyants, c'est-à-dire l'enfant qui verbalise, hein, très clairement, qui dévoile des faits, qui parle, qui raconte, qui dessine. Donc vous n'êtes pas spécialiste, mais quand même, quand vous avez des clignotants d'allumés, des dessins qui vous alertent, demandez à l'enfant, qu'est-ce que tu as voulu dessiner? Voilà, je vais noter ce que tu me dis, c'est important. Hein. Comportement qui questionne l'agitation, l'agressivité, le refus de l'autorité, l'intolérance à la frustration, les violences, la toute-puissance, les mises en danger, les relations pères aux adultes compliquées. Voyez, ce signe-là, qui montrent un mal-être très important de l'enfant, doivent alerter, bien sûr. Ça ne veut pas dire que derrière, ce sont des maltraitances, mais on doit y penser. Les signaux moins visibles, eh bien, ce sont des signaux, la tristesse, un enfant qui était joyeux, tout d'un coup qui est triste, qui s'isole, le manque de concentration, l'absence d'hygiène, les désinvestissements des apprentissages, des difficultés scolaires, des oublis, etc. On ne peut pas tous les citer parce qu'ils peuvent être très nombreux, ces signes, mais faites-vous confiance. Hein, s'il y a voilà, des choses qui vous posent question, des clignotants qui s'allument, faites-vous confiance. Le micro est coupé. Oui. Excusez-moi, merci. Donc, repérer, entendre, agir, ce sont des compétences auxquelles il est indispensable que les salariés des établissements scolaires soient formés. C'est pour ça que la détection des élèves en difficulté est enseignée dans le cadre des certifications mises en place par la branche. Vous voyez ainsi sur cette slide que le CQP EVS et le CQP CVS contiennent des certificats des compétences sur la prévention du harcèlement et l'identification des élèves en difficulté. Pour un acteur de l'école, même sans avoir reçu de formation particulière, Madame Ami, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on détecte des signaux d'alarme chez un élève? Donc, il est indispensable, évidemment, de repérer, d'entendre et d'agir. Alors, je vous renvoie sur le document sur les procédures. Pourquoi avons-nous fait un document sur les procédures? Parce que les procédures protègent. On ne sait jamais, quand on détecte des signes chez un enfant, jusqu'où va aller l'affaire. Hein. Ça commence parfois par des observations qui paraissent pas si graves que ça, et on découvre derrière des choses qui vont être très très graves et qui vont aller jusqu'aux tribunaux, et vous pourrez même peut-être être appelé à témoigner devant un tribunal. C'est pour ça qu'il faut être professionnel dans la façon dont on recueille ces signaux. Donc, bien sûr, si vous avez connaissance directement ou indirectement des signes inquiétants qui concernent un élève, vous devez prévenir le chef d'établissement. Hein. Et la consigne est de ne jamais rester seul, bien sûr. Hein. Donc, je vous renvoie au document des procédures avec une typologie alerter, identifier la procédure à suivre en fonction des faits, parce que évidemment, tout n'est pas gravissime, bien heureusement. Premier cas, les éléments ne sont pas suffisants ou très diffus ou pas spécifiques, vous ne savez pas trop quoi faire de cela. Hein. Eh bien, le chef d'établissement va décider avec son équipe d'organiser le suivi et une vigilance. Hein. Ça veut dire qu'on va rester en observation, que l'on va réunir une équipe éducative concernant cet élève, on va continuer de l'observer et on va attendre. Le cas numéro 2, vous avez quand même des éléments qui sont suffisamment concrets et circonstanciés qui vont vous permettre de rédiger une note d'information préoccupante. Donc, ce cas numéro 2, donc vous allez faire ce que l'on appelle une information préoccupante à la CRIP, la cellule de recueil d'informations préoccupantes, donc avec un écrit spécifique, vous avez un modèle d'écrit dans le document procédure. Et puis le dernier cas, vous avez des éléments absolument graves qui doivent évidemment
vous amener à faire ce que l'on appelle un signalement pour protéger le mineur, le mettre à l'abri parce qu'il reçoit des coups, parce qu'il est violenté sexuellement, c'est très explicite. Et du coup, c'est une troisième forme de signalement qui est le danger immédiat, hein, et qui va amener un écrit au procureur de la République. Donc nous avons décrit toutes ces procédures, hein, dans le document qui est cité au-dessus. Et le circuit va être le suivant. Donc, quand vous avez donc une personne, l'école, ça peut être l'éducation nationale, l'hôpital, un médecin, une association, va rédiger une information préoccupante. Celle-ci va arriver à ce qu'on appelle la cellule de recueil des informations préoccupantes au niveau du département, qui va l'évaluer, prendre une décision et par exemple décider d'une protection administrative, par exemple une aide éducative pour la famille. Par exemple, l'assistante sociale qui va voir avec la famille quelles aides peuvent être apportées à la famille parce que c'est une famille, par exemple, en précarité. Voilà, il y a toutes sortes de cas. Ça peut être aussi sans suite parce qu'il n'y a pas assez d'éléments et donc ça va être classé. Ou alors, la cellule de recueil d'informations préoccupantes va juger que c'est suffisamment grave pour dire non, non, ça relève du parquet, hein, et donc du procureur, le tribunal de grande instance. Voilà, et donc le circuit est indiqué par des fléchages. Donc vous pouvez avoir le parquet qui dit non, non, finalement c'est la cellule, ou alors qui va donner de l'information, faire un retour à l'éducation nationale, l'hôpital, etc., ou qui va décider d'un suivi socio-judiciaire, par exemple, pour cet enfant. Hein. Donc voilà un petit peu comment est le circuit de la protection des mineurs en France aujourd'hui. Donc Adrien Taquet, qui est le secrétaire d'État à la protection des mineurs, souhaiterait une homogénéisation des procédures dans tous les départements. C'est un vaste chantier, mais en tout cas, aujourd'hui, il y a des cellules de recueil d'informations préoccupantes dans tous les départements. Vous avez aussi le 119 qui est un numéro gratuit qui doit être mis à disposition aussi des élèves dans les établissements scolaires. Donc c'est un numéro national qui ensuite redescend les informations sur les CRIP, voire le PROC, selon les cas. Hein. Donc c'est plutôt un numéro grand public. L'école a des procédures internes qui sont normalement connues et repérées par tous. Donc, c'est pour ça que nous avons insisté sur un protocole clair pour chaque direction diocésaine. Quelques points d'attention. Oui. Pardon, je vous en prie, continuez. Oui. Voilà, donc peut-être quelques points d'attention sur ces questions. À savoir la question de la confidentialité, parce que c'est quelque chose que l'on nous demande assez souvent. Oui, mais c'est de l'ordre de la sphère privée, il faut respecter la vie privée des gens, donc on n'en parle pas. Et puis de toute façon, ça ne s'est pas passé à l'école, donc ça ne nous concerne pas. Autre question souvent, est-ce que c'est de ma responsabilité? Vous avez dit le chef d'établissement est au centre du dispositif, donc c'est à lui de faire. Non, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. L'obligation de signalement, elle vaut pour tout un chacun. Je vous l'ai dit tout à l'heure, tout citoyen et donc tout personnel, tout bénévole de l'école. Donc, tout salarié ou bénévole de l'enseignement catholique est susceptible de recueillir des éléments graves nécessitant la rédaction d'une note d'information préoccupante ou d'un signalement à la justice. Donc, ceci indique très clairement que oui, c'est la responsabilité de chaque acteur, salarié ou bénévole, et que effectivement, on doit aussi, parallèlement à cela, c'est pas parce que on a cette obligation qu'on doit aussi s'occuper de tout. Donc, c'est celui qui recueille la parole, qui rédige ce qu'il a recueilli, le temps, à telle date, tel enfant m'a confié ceci, cela, et vous ne faites aucun commentaire sur votre écrit, vous n'avez pas à faire d'enquête sur si c'est bien vrai, pas bien vrai, c'est pas votre problème. Vous avez reçu un dévoilement d'une situation grave, vous avez connaissance de faits graves, vous devez effectivement le mettre noir sur blanc et le dater. Ensuite, vous revenez à la procédure, vous informez le chef d'établissement et vous voyez avec le chef d'établissement, qui va peut-être réunir et demander l'avis de la CRIP, qui va peut-être demander l'avis de 2 ou 3 autres personnes de l'établissement scolaire avant de rédiger cette information préoccupante. Vous avez bien entendu l'obligation de discrétion
professionnel de devoir de réserve, de confidentialité. Hein. Il ne s'agit pas non plus de crier à tout vent, voilà ce que vous savez sur une personne, hein, et tu ne sais pas ce que j'ai appris. Non, hein, évidemment, c'est ça que ça veut dire, le respect de la vie privée, le respect aussi de la présomption d'innocence, qui est très importante quand c'est voilà, un adulte qui peut être mis en cause aussi. Et je voulais aussi vous indiquer les définitions de cela. La question du devoir de réserve qui concerne tout comportement au propos d'une personne susceptible de porter atteinte à l'établissement ou aux personnes. Le devoir de réserve porte sur le mode d'expression des opinions et non sur le contenu. Il ne concerne donc pas la liberté d'expression due à tout citoyen, mais lui interdit d'adopter une attitude ouvertement critique vis-à-vis de son employeur. Donc, ceci pour le droit de réserve. La discrétion professionnelle, c'est le fait de ne pas divulguer les informations dont on dispose dans le cadre de ses fonctions. La confidentialité, c'est le fait de s'assurer que l'information n'est accessible qu'à ceux qui y sont autorisés. La confidentialité permet le respect de la vie privée et la présomption d'innocence. Et enfin, la question de la déontologie, qui est l'ensemble des règles et devoirs qui régissent une profession. Donc, le secret professionnel dans un établissement catholique, la grande majorité des salariés voilà, ne sont pas tenus au secret professionnel et on a fait une petite typologie des fonctions dans un établissement scolaire dans le document qui est indiqué, page 2. Pour repérer les signes préoccupants, il faut savoir écouter l'enfant. Comment être à l'écoute et comment recueillir sa parole? Alors, la question de l'écoute nous a paru évidemment essentielle aussi à travailler parce que dans le cadre de vos fonctions, dans un établissement scolaire, voilà, tout adulte, salarié ou bénévole est susceptible d'accueillir la parole. On voit bien que l'établissement scolaire est un lieu d'éducation et d'attention, voilà, et à la personne et il y a beaucoup de situations de la vie scolaire qui sont des occasions d'entendre les joies, les tracas des uns et des autres, bien sûr. Hein. Donc, toutes ces situations qu'on appelle interstices, que ce soit au CDI, dans la classe, dans les intercours, à l'occasion des déplacements vers une salle de sport, vers la restauration, que ce soit des situations plus pédagogiques, des situations plus éducatives, de culture chrétienne, de régulation variées et diverses, voilà. Des situations aussi qui sont liées à des périodes de scolarité particulières, je pense évidemment le moment de l'inscription, le conseil de classe, l'accompagnement personnalisé, l'orientation, enfin voilà, toutes ces situations sont susceptibles d'être des endroits où vous entendez des choses. Hein, voilà. Donc, il ne s'agit pas là de devenir le confident d'un élève en lui posant des questions, mais voilà, de pouvoir effectivement à la fois entendre, ne pas banaliser certaines paroles, ne pas non plus les surdramatiser et de pouvoir relayer voilà, ce que vous avez entendu avec des questions ouvertes. J'ai entendu que tu parlais de telle chose. Est-ce que tu voudrais m'en dire un peu plus? Des questions très ouvertes. On n'est pas là pour faire des enquêtes. Hein. Parce qu'écouter, ce n'est pas rechercher des confidences, évidemment. Hein. C'est ce qu'on appelle être à l'écoute. Et c'est une posture professionnelle hein, de base. Et ce n'est pas la même chose que créer des dispositifs d'écoute. Hein. Les dispositifs d'écoute, c'est autre chose. Donc, il en existe dans un certain nombre d'établissements. Ils doivent être d'abord indiqués dans le règlement intérieur, bien sûr. Ils doivent être, comment dire, tenus par des gens, des professionnels formés à l'écoute. Donc, c'est souvent le cas comment dire, d'écoute, de dispositifs d'écoute qui sont tenus par des psychologues de l'éducation, par exemple. Hein. Voilà. Donc, c'est soumis à l'autorisation du chef d'établissement, bien sûr, et nous avons aussi dans le document être à l'écoute, créer des dispositifs d'écoute, donner un tableau avec ces différentes situations d'écoute possibles dans un établissement scolaire. Donc, pour écouter et recueillir la parole, je crois que c'est important
d'abord d'être en confiance. Hein. Quand un mineur vous confie des choses difficiles, c'est vous qui l'a choisi, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc, c'est qu'il vous fait confiance. Hein. Vous pouvez être surprise, c'est pour ça qu'il faut toujours se préparer. Vous savez jamais quand ça va arriver et il faut avoir quelques réflexes. Donc, écoutez, gagnez la confiance du mineur. Le laisser parler. Hein, vous n'avez pas à ni être inquisiteur, ni poser des questions. Vous le laissez parler, être attentif peut-être aussi au non-verbal, bien sûr. Hein. Le croire et le lui dire. C'est important, voilà, ce que tu me dis est important. D'ailleurs, je vais prendre un crayon et un papier pour noter ce que tu me dis. Et je te crois, et c'est courageux de parler, de me confier. Je te remercie de ma confiance. Voilà. Le rassurer et lui dire qu'il n'est pas coupable, ce n'est pas de ta faute. Hein, très important. Voilà. Éviter de banaliser ou de dramatiser. Oh là là, mon pauvre. Non, hein, lui dire t'en verras d'autres. Hein. Donc voilà, avoir la juste attitude, effectivement. Vous n'êtes pas là pour qualifier les faits, vous êtes juste là pour entendre et repérer. Hein. Éviter de suggérer, d'interpréter, mais c'est bien d'un tel dont tu parles. Non, méfiez-vous de ça parce que les avocats, évidemment, au moment des procès, peuvent se servir de choses qui n'ont pas été très bien rédigées ou pas très bien rapportées. Et voilà, ça crée des difficultés. Évitez de vous laisser enfermer dans le secret. Voilà, des jeunes qui vous disent, je te le dis, mais tu ne le répètes pas. Non, si c'est grave, voilà. La loi m'oblige d'abord à alerter les personnes compétentes, donc ne pas se laisser enfermer dans le secret, et puis éviter de contacter les parents. Hein, les procédures et la rencontre avec les parents, d'abord c'est le chef d'établissement qui s'en charge en général, et ça se travaille aussi avec la CRIP, et en cas de violence sexuelle, on ne prévient jamais la famille. Voilà, ce qui ne veut pas dire qu'on ne la préviendra pas à un moment donné, mais on traite d'abord voilà, les choses et ensuite on voit comment et qui peut prévenir la famille. Voilà, et puis on évite voilà, de transformer évidemment l'entretien en interrogatoire. Voilà, donc quelques repères hein, traités à grands traits là, pour vous donner quelques éléments sur ce PPPF. Pour terminer, je voudrais vous indiquer la formation nationale de personnes ressources PPPF, puisque nous avons souhaité que tous les établissements scolaires se saisissent de cette question, bien sûr, et que tout acteur soit rejoint. Et donc, nous avons pensé qu'il était important de former des personnes ressources PPPF qui soient capables de donner une information de premier niveau aux acteurs de terrain. Donc, souvent, les chefs d'établissement ont été informés et après, ce n'est pas forcément évident pour les chefs d'établissement de former leurs équipes et de rejoindre leur communauté éducative. Pour cela, nous avons imaginé qu'il puisse y avoir des formations en binôme qui ont été confiées donc, aux organismes de formation reconnus. Hein. Le public visé donc, peut être donc, soit des enseignants ou des personnels de droit privés qui sont explicitement missionnés par leur autorité de tutelle. Voilà. Et nous avons l'ambition de former 2 groupes de 24 stagiaires par diète. Alors, la diète, c'est un découpage géographique lié au CATO. Voilà, donc je vous mets juste une petite carte en bas. Voilà, les territoires. Bon, c'est par facilité hein, que nous avons organisé les choses comme ça. Le financement est croisé, Formiris et commission paritaire de la formation. Et c'est une durée de formation de 5 jours, 2 fois 2 jours en présentiel et 2 fois 3 heures en distanciel. Voilà, donc une formation quand même assez importante. Et le calendrier donc était celui-ci, je vous l'affiche. Nous avons pris un petit peu de retard, mais voilà, donc les premières formations devraient normalement commencer au premier trimestre 2022 et jusque tout le long de l'année 2022. Voilà, donc nous sommes prêts sur certaines diètes, moins prêts sur d'autres. Les lieux de formation, alors Angers, Paris, Lille, Lyon, Toulouse, c'est lié au CATO, ça ne veut pas dire que ce sera exactement à Angers. L'idée est de voir en fonction des stagiaires, effectivement, les lieux qui seront les plus appropriés. Je vois par exemple pour la diète de l'Ouest, ça pourrait être Angers et Rennes. Voilà, vous voyez que la diète de Paris est très très large. Voilà, hein, donc voilà ce qui est prévu pour la formation actuellement et en complément de ce que je vous ai indiqué en début de webinaire. Vous trouverez également quelques formations sur le site Espace Formation
d'Acto. C'est donc le catalogue qui regroupe toutes les actions de formation disponibles pour les OGEC. Donc, il y en a qui concernent plus particulièrement les adolescents en difficulté, par exemple, et on a également une action de formation dédiée au harcèlement scolaire qui va bientôt voir le jour. Pour aller plus loin, une fiche Isidore consacrée au PPPF est disponible. Vous pourrez notamment y télécharger tous les documents techniques dont Madame Ami vous a parlé tout au long de ce webinaire. Vous trouverez également dans le MAC des OGEC numéro 6, que vous pouvez trouver sur le site de la FNOGEC, vous trouverez un article rédigé par Aurélia de Saint-Exupéry, ainsi que le témoignage d'un chef d'établissement qui a mis en place un cycle de formation à destination des salariés de son établissement. Bien sûr, comme toujours, si vous souhaitez vous aussi partager votre expérience, vous pouvez nous contacter, par exemple, pour un témoignage dans le MAC des OGEC. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter, moi-même ou Madame Ami ou Madame Delgove, si ça concerne davantage la formation des salariés. Donc, vous avez nos 3 adresses mail qui s'affichent. Ce webinaire touche à sa fin. Un grand merci à Madame Ami pour toutes ces informations. Nous avons réussi en plus à tenir pile poil nos 45 minutes. Merci à vous tous de votre attention. N'hésitez pas à diffuser ce webinaire autour de vous. Il sera disponible en replay sur le site de la FNOGEC. Merci beaucoup et bon après-midi à tous.